Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompe dans le train. Oh. Henri Verneuil est-il le plus grand réalisateur de genre français? I know what you're thinking. S'il y a bien un réalisateur qui a façonné le cinéma de genre français, c'est Henri Verneuil. Technicien hors pair, narrateur visuel, remarquable conteur d'histoire et cinéaste politique, Verneuil est l'un des noms qui a donné ses lettres de noblesse au cinéma de genre. Si son cinéma était apprécié du public, la reconnaissance de ses pairs fut tardive avec un César d'honneur remis en 1996 par Alain Delon. Que je vais te remettre ce César d'honneur. Un manque de considération qui vient du fait que Verneuil ait construit sa carrière non pas en s'adressant aux professionnels de la profession, mais avant tout aux spectateurs qui se déplaçaient pour voir ses films, en y apportant systématiquement le même soin et la même exigence formelle, que ce soit pour réaliser une comédie, un film d'aventure, un drame ou un polar. Un attachement au public et aux valeurs populaires issues du parcours d'un cinéaste qui dut émigrer en France avec sa famille pour échapper au génocide arménien en Turquie alors qu'il n'avait que 4 ans. Des valeurs qu'il s'est appliqué à représenter en mettant en scène des personnages de la classe populaire. Des hommes qui ne sont ni des héros, ni des détectives, ni des ministres. On en parle peu de ces hommes-là. Ils n'offrent rien de bien marquant. Ce sont des gens que l'on dit sans importance. Ainsi que des individus seuls face à un système politique ou économique qui tente de les broyer. You're going to fight 15,000 people. Un cinéaste autodidacte qui apprend le découpage grâce au film de Julien Duvivier et la réalisation sur des courts-métrages, 18 au total entre 1947 et 1951. Il rencontre pendant cette période le comédien Fernandel avec lequel il fait ses premiers pas derrière une caméra. Le comédien tourne dans son premier court-métrage, Escale au soleil, avant de lui offrir ensuite l'opportunité de réaliser son premier long-métrage, La table aux crevés. Une belle nuit de la Saint-Jean, mais on ne se croirait en... Oui. Eh oui. Dis, t'es fâché? La collaboration se poursuivra sur 8 films, jusqu'à leur plus gros succès commun, La vache et le prisonnier. Le réalisateur ne reniera jamais le fait qu'il doit son entrée dans le cinéma à Fernandel. Que partout, toute ma vie, je dirais que je dois, et c'est vrai, que je dois mes débuts dans le long métrage à Fernandel. Ce que Verneuil a bien rendu, réalisant parmi les derniers films réussis du comédien. L'énorme succès de La vache et le prisonnier s'est exporté outre-Atlantique et permis à Verneuil de se voir offrir un contrat de 3 films par la MGM avec Michel Audiard au dialogue et Jean Gabin en tête d'affiche. Le premier d'entre eux, Le Président, est un drame politique s'inspirant de manœuvres des partis politiques sous la 4ème République qui résonne encore aujourd'hui dans l'actualité politique française. Un film trop souvent réduit au dialogue d'Audiard et au charisme de Gabin. Ma chère amie, Wagner est inécoutable ou sublime selon les goûts, mais exquis sûrement pas. Alors que Verneuil montre de l'audace dans sa mise en image. Dans l'emblématique scène de l'Assemblée nationale, Verneuil filme un Gabin tantôt surplombant l'ensemble des membres, tantôt isolé et cible d'une meute, jouant sur les différentes focales pour suggérer les rapports de domination. Le Président est l'acte de naissance de la grande période de Verneuil, soit l'œuvre de genre la plus ambitieuse du cinéma français. Il valait mieux régner à Matignon que dans Loubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un roi nègre. Une amitié virile d'une rare justesse avec un singe en hiver. Weekend at Whitcott, drame d'une grande ambition visuelle dont le discours antimilitariste est résumé en un plan. Mélodie en sous-sol, film de casse dont la mise en scène exploite toutes les possibilités de l'architecture. Le clan des Siciliens et son duel Gabin-Ventura. Une confrontation façon Hit à la française et sa science de la caractérisation des personnages par la mise en scène. La dualité du personnage de Delon résumé en un zoom. Ventura immédiatement décrit par sa présence écrasante. Le rôle de chef de famille de Gabin défini en intravignal. Mais c'est en toi que j'ai pour confiance.
La bataille de San Sebastian, western tourné aux États-Unis avec Charles Bronson et Anthony Quinn. Le Serpent, film d'espionnage sous fond de guerre froide et son casting international avec Yul Brynner et Henry Fonda. Peur sur la ville, le meilleur film mettant en scène Jean-Paul Belmondo en justicier solitaire, dont l'inspiration trouve sa source aussi bien chez Don Siegel que chez le giallo italien. Et assez fort pour ne pas lui céder. Enfin, Icom Icar, thriller politique inspiré de l'enquête de Jim Garrison sur l'assassinat de Kennedy, 15 ans avant le film d'Oliver Stone, qui évoque également les coups d'État organisés par la CIA, dont celui du Chili en 1973. Malgré une carrière aussi riche, son aspect populaire a cristallisé les critiques de la presse, les cahiers du cinéma en tête. Connaissant ses plus grands succès en pleine nouvelle vague, le cinéaste fait face aux critiques des futurs réalisateurs du magazine, Jean-Luc Godard, François Truffaut ou Jacques Rivette. La réponse apportée par le cinéaste le jour de son entrée à l'Académie des Beaux-Arts est cinglante. Tout au long de ses 50 ans, j'ai assisté à la naissance d'un cinéma qui sacrifie souvent son instinct, son lyrisme et ses jaillissements à quelques satisfactions narcissiques et cérébrales. En l'absence de talent, on se croyait obligé d'être intelligent. Le réalisateur Bertrand Tavernier, qui vient de nous quitter, apporte un point de vue plus nuancé sur le réalisateur. Quand il essaye d'être américain, comme dans Mélodie en sous-sol, je ne trouve pas cela follement intéressant. Je le préfère quand il essaye de rester très français. Adapter un singe en hiver de Blondin, voilà une vraie ambition. Verneuil, quoi qu'on en dise, savait faire preuve d'ambition dans ces sujets. Le réalisateur de Coup de torchon pointe ici l'influence du cinéma américain sur Verneuil. Si Mélodie en sous-sol en est effectivement imprégné, étant un film de casse comme de nombreux films américains de l'époque, sa tonalité douce amère en fait un film à l'opposé des films hollywoodiens du genre. À ce titre, l'ouverture du film, qui suit Jean Gabin sortir de prison pour retrouver son foyer, démarque immédiatement le film de ses modèles. Gabin est présenté seul, prenant les transports en commun dans la rigueur de la région parisienne pour retrouver son pavillon de banlieue, surplombé par des immeubles HLM. Bon, ils n'ont tout de même pas rasé ma cabane, Ginette m'aurait écrit. Si l'on compare à Ocean's 11 de Lewis Milestone ou son remake de Steven Soderbergh, les premières minutes suffisent au film de Verneuil pour s'en démarquer. Verneuil a beau n'avoir jamais caché son admiration pour un certain cinéma américain, celui de Hawks et Ford, difficile de voir en Mélodie en sous-sol autre chose qu'une pure œuvre de cinéma français. Cette critique semble d'ailleurs avoir épargné un cinéaste comme Jean-Pierre Melville, dont on n'a jamais reproché une fascination pour le cinéma américain, pourtant bien visible à travers sa filmographie. Tavernier reconnaît cependant que Verneuil était inconsidéré par la critique. Ces films étaient éreintés par la presse intellectuelle, à l'image d'un Duvivier, Verneuil n'a pas bénéficié d'un examen critique approfondi, souvent à tort. Cette opposition entre la presse et le public trouve écho dans un film en particulier. Réalisé en 1964, 100 000 $ au soleil est l'adaptation du roman Nous n'irons pas en Nigeria de Claude Veillot. On y suit au sud-marocain Hervé Marek, dit le Plouc, accompagné d'un ancien mercenaire lancé à la poursuite de Rocco, son collègue ayant volé un camion contenant une cargaison d'une valeur de 100 000 $, à son employeur Castigliano. Le film permet à Verneuil de retrouver Michel Audiard, dont c'est la 7e collaboration. La distribution voit Jean-Paul Belmondo et Lino Ventura s'affronter, soutenus par Bertrand Blier. Le film obtient plus de 3 millions d'entrées en salle, pendant qu'une partie de la presse éreinte le film. Henri Chapier du magazine Combat, dans une critique pleine de mépris de classe, parle d'un film roublard, complaisant et populacier, à l'image du grand public auquel il s'adresse et dont il flatte l'appétit de distraction facile. D'autres revues comme Art Cinéma ou Le Guardian ne sont pas en reste, parlant d'un film vulgaire, paresseux et nauséabond. Décrit par son réalisateur comme un western à la française, 100 000 $ au soleil repose sur la même mécanique que celle qui imprégnait Mélodie en sous-sol. Verneuil s'approprie un genre typiquement américain, le western, pour en faire un film purement français. On retrouve les codes visuels, le cadre, les paysages et narratifs, l'affrontement entre deux cow-boys modernes, pour les transporter dans un cadre typiquement français qui abandonne l'ouest américain pour se situer dans le désert marocain de la période coloniale. La gouaille et la légèreté franchouillarde donnent le ton décalé du film, pendant que les héros sont des ouvriers, camionneurs à la solde de leur patron, le détestable Castigliano. Des personnages dont la caractérisation est à milieu de l'archétype du héros américain. Une brouette de personnages immoraux, bien éloignés des standards des westerns hollywoodiens. Ils appellent ça des tournements de mineurs. Surtout à Léon. C'est des vrais maniaques. Une réappropriation du genre par un cinéaste français, alors que le western spaghetti n'en est qu'à ses balbutiements, puisque pour une poignée de $, premier volet de la saga de Sergio Leone ne sortira que quelques mois plus tard. Au-delà de son ton, 100 000 $ au soleil s'impose comme une pure œuvre de cinéma au sens sensoriel du terme, et déploie une imagerie particulièrement classieuse. L'utilisation du scope noir et blanc met en valeur les superbes paysages, et permet à Verneuil de composer des plans dignes d'un western.
Le réalisateur joue sur les focales pour suggérer les rapports de force entre personnages, découpe le cadre grâce aux éléments de décor, et aux personnages de suggérer ces mêmes rapports. Une composition du cadre dans le cadre que l'on retrouve fréquemment dans le cinéma de Verneuil. Des séquences annonciatrices du western spaghetti, telles que le duel final entre Belmondo et Ventura, qui ne dépareilleraient pas dans un film de Sergio Leone. Verneuil filme ses poursuites au plus près des camions, colle sa caméra au châssis pour composer des plans évoquant duel de Steven Spielberg une décennie en avance. Michel Audiard oblige, le film regorge de dialogues savoureux exprimés avec entrain par ses comédiens. C'est le champion de la ligne, le cadre du volant. Dynamisé par le découpage millimétré du réalisateur, loin de se reposer sur le travail de son dialoguiste comme d'autres ont pu le faire. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. 100 000 $ au soleil est une borne dans le cinéma populaire français. Un film exigeant et tourné vers le public, porté par un duo d'acteurs charismatiques. Dans la vie, on partage toujours la merde, jamais le pognon. Personne. Qui ne renie ni ses influences, ni son caractère français. Un essai, hélas, resté sans suite en France. Seul Canicule d'Yves Boisset et Total Western d'Éric Rochant ont tenté de renouer avec le genre, cette fois-ci avec de purs polars utilisant la campagne franchouillarde comme cadre westernien. Quant à Henri Verneuil, il a trouvé en Florent Emilio Siri et Fred Cavaillé des héritiers dignes de ce nom, aussi bien dans la défense d'un cinéma populaire exigeant que dans le mépris affiché par la critique institutionnelle à leur égard. En attendant, l'œuvre d'Henri Verneuil perdure encore aujourd'hui. Lui qui a su utiliser les plus grands acteurs de sa génération, de Gabin à Ventura, en passant par Belmondo, Delon, Montand, Blier ou Devers, jusqu'aux stars hollywoodiennes Henry Fonda, Yul Brynner, Charles Bronson et Anthony Quinn, tirant le meilleur d'entre eux dans chacun de ses films. Depuis réhabilité, peut-être qu'un jour, Verneuil sera unanimement considéré comme l'un des plus grands réalisateurs français. Et ce sera bien mérité.